and gentlemen. Ladies and gentlemen. Right now. Bonsoir à tous, merci beaucoup. C'était un talk hyper intéressant de ce que j'ai entendu. Je suis arrivée un petit peu en retard, mais hyper intéressant et aussi très concret. Et c'est vrai que voilà, là on va parler de valeurs et de culture. J'aimerais bien arriver à donner la même, on va dire, le même état d'esprit, c'est-à-dire que les valeurs et la culture, c'est souvent vu comme un truc un peu bullshit. Moi, je considère que c'est pas le cas et que ça a une grande importance dans l'entreprise, mais il y a peut-être certains d'entre vous que je vais devoir convaincre que c'est important et comment est-ce que concrètement on applique ça au jour le jour. Peut-être du coup un petit bout de présentation. Je m'appelle Déborah, je travaille chez Alan. Qui est-ce qui connaît Alan ici ? Oui. Ok, on fait bien la taf, c'est déjà ça. Du coup, je travaille chez Alan depuis 9 mois maintenant. Je suis arrivée début janvier. On a pas mal grandi. On était 14 quand moi je suis arrivée. Et aujourd'hui, on est dans les faits, c'est-à-dire dans les bureaux, on est 44. Il y a environ 58 personnes si on compte les gens qui nous rejoignent dans les semaines qui viennent. Donc c'est quand même assez speed en termes de croissance. Forcément, ça nous fait poser pas mal de questions aussi en termes de culture et comment est-ce qu'elle évolue, etc. Donc je peux répondre à des questions à ce sujet-là. Donc comme je disais, l'idée en fait de ce talk ou de cette intervention, c'est comment est-ce qu'on rend les valeurs d'entreprise vraiment actionnables pour les collaborateurs et pour finalement des gens qui se disent les valeurs ça a l'air important mais je ne sais pas comment vraiment les mettre en place dans ma boîte ou à quoi ça leur ressemblait ou quelles décisions je prends en fonction de ça. Donc l'idée c'est un petit peu de parler de ça. Je vais rapidement passer sur, du coup, je vous donne une petite overview, mais donc Alan, qui on est, vous savez déjà, donc je vais passer très très rapidement. Les valeurs et la culture, en gros, voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement et pourquoi est-ce que c'est important. J'ai cru comprendre que ce qui était souvent un pain point, c'est comment est-ce qu'on les met en place et finalement comment est-ce qu'on les définit, à quel moment. Il n'y a pas une réponse, mais en tout cas, j'ai quelques axes de réponse. 2 case studies, Buffer et Alan, puisque du coup avant de rejoindre Alan, je travaillais chez Buffer, qui est une boîte avec aussi très forte culture et des valeurs aussi très assumées qui influencent beaucoup la stratégie et les décisions. Donc j'ai un peu de background sur ça et enfin quelques leçons apprises, histoire d'avoir quand même un petit takeaway ou un doggy bag pour entrer. Donc voilà, rapidement, Alan, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On essaie de transformer la santé en France, de la rendre plus transparente et de la rendre plus simple. Donc évidemment, d'aider nos utilisateurs à essayer de vivre en meilleure santé de manière donc plus simple, plus transparente, etc. Donc on a commencé dans cette mission, on a commencé par créer une assurance santé. Sauf qu'en fait, c'est très intéressant de se placer au niveau de l'utilisateur avec finalement l'utilisateur final, mais aussi les praticiens de santé. La sécurité sociale, c'était un truc assez important pour nous pour vraiment impacter l'utilisateur au quotidien. C'est-à-dire que du coup, on commence par la base, par comment est-ce que la personne va chez le médecin, est-ce qu'elle se fait rembourser rapidement ou non, encourager les gens à y aller plus souvent quand c'est nécessaire, etc. Donc c'est un peu c'est comme ça qu'on a démarré. On avance aujourd'hui sur des choses qui vont un peu au-delà de l'assurance santé, mais c'est vraiment ce qu'on fait à la base, c'est d'offrir une meilleure couverture aux gens et de manière un peu plus transparente. Donc ce qui est voilà un truc qui certains d'entre vous savent peut-être, mais Alan, c'est la première assurance santé à avoir été créée en 32 ans. C'est-à-dire que c'est un système qui est hyper poussiéreux, qui est complètement old school, et on a essayé un peu j'aime pas ce mot, disrupter ça, je trouve rien de mieux, mais de changer les choses, essayer de reprendre à la base et de créer quelque chose sans avoir des contraintes d'être un broker ou un courtier, d'avoir à finalement prendre le produit de quelqu'un d'autre et essayer de l'améliorer, c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, notre mission, elle est claire. Normalement, ce qu'on fait, c'est clair aussi. Et comme je m'occupe de tout ce qui est recrutement, je me permets de faire un petit plug sur le fait qu'on embauche. Voilà, du coup, petit background aussi, parce que je disais que je travaillais chez Buffer avant de rejoindre Alan. Il se trouve que moi j'ai fait des études en recrutement et en ressources humaines, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait du droit, sauf que je suis sortie complètement de ça et que je suis partie bosser pendant 3 ans chez Startup Weekend à Londres, donc j'étais pas du tout dans le recrutement, je manageais une équipe et je gérais une région. Ensuite j'ai rejoint WeWork, du coup, que j'imagine vous connaissez, parce que maintenant il y en a partout dans Paris, à l'époque il n'y en avait pas et j'ai lancé les premiers buildings qui étaient à Londres. Une culture d'entreprise en fait très spécifique, je le mentionne parce qu'en fait je pense que voilà, c'est pas du tout la même chose que
les autres boîtes dans lesquelles j'ai bossé après, quelque chose de plus speed, plus comment décrire plus sharky, mais avec voilà, beaucoup de succès, donc tout à fait intéressant au niveau des valeurs, mais quelque chose d'assez différent de finalement ce que j'ai vécu après chez Buffer et chez Alan. Je suis restée 2 ans et demi chez Buffer avant de rejoindre Alan, l'aventure Alan, donc il y a 9 mois. Je vais focuser quand même sur, je disais que les valeurs chez WeWork étaient intéressantes, mais du coup je pense que vraiment dans l'idée de rendre les choses très proactives et de construire une culture et des valeurs qui aident dans les décisions, je pense que Buffer et Alan sont plus représentatifs, donc du coup je vais me concentrer sur cette partie-là et commencer par donc, parler un peu de pourquoi est-ce que c'est important. Les valeurs. Déjà, avant même de parler de ça, j'ai mis un petit do not copy-paste parce que c'est un truc assez rigolo, les valeurs et la culture. On a l'impression que ça fait joli l'extérieur quand on dit la transparence, la positivité, etc. C'est vraiment important de ne pas se dire qu'il y a des valeurs qui vont être plus à la mode que d'autres et donc il faut essayer de les implémenter. Il y en a qui sont saines, évidemment, mais voilà, les valeurs, c'est vraiment l'équivalent pour une entreprise, pour un individu. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'un individu a ses propres valeurs, c'est quelque chose qui va guider au jour le jour ses décisions. C'est comme avoir des principes. On ne peut pas prendre les principes de quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. La culture qui en ressort, c'est finalement un peu l'équivalent pour un individu de la personnalité. Donc les valeurs, c'est vraiment la colonne vertébrale et la culture, c'est finalement au jour le jour, comment est-ce qu'on agit, à quoi ressemble le bureau, comment est-ce qu'on interagit entre nous, est-ce qu'on a des meetings, est-ce qu'on n'a pas de meetings, etc. Mais les valeurs, c'est vraiment autre chose. C'est ce en quoi on croit en tant que boîte et ce vers quoi on tend et qui nous inspire. J'avais promis que c'était pas bullshit, je vous promets, c'est la partie en tout cas la plus théorique, mais je pense que c'est important de faire la différence parce qu'on confond souvent les deux valeurs et culture. C'est important, je disais, j'allais préciser pourquoi est-ce que c'était important. Non, c'est là. Pourquoi est-ce que c'est important les valeurs? Parce que justement, ça va guider toutes les décisions qu'on prend, ça va guider les décisions au niveau du produit, ça va guider les décisions au niveau des embauches qu'on fait, qui est-ce qu'on fait rejoindre l'équipe, même encore plus tôt que ça va guider finalement les cofondateurs, est-ce qu'il y a un bon match ou non, ça va quand même influencer pas mal de choses, ça va influencer la stratégie de croissance, voilà, à quel rythme est-ce qu'on avance, comment, qu'est-ce qui nous motive en fait. Donc c'est vraiment essentiel, mais encore une fois, c'est vrai que c'est pas non plus très concret, donc on va rentrer un peu plus dans le concret. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce qu'on les définit et on va dire à quel moment. Alors, finalement, je réalise que ça fait un petit peu définitif, dit comme ça, comment est-ce qu'on les définit, à quel moment, etc. Le truc qui est important de savoir, c'est que vraiment, comme les valeurs, c'est un principe qui guide les choses. C'est juste, il faut voir ça comme à quel moment est-ce qu'on définit notre manière d'avancer. Donc j'aime beaucoup cette quote qui dit finalement c'est pas vraiment quelque chose qu'on met sur les murs, c'est quelque chose qu'on vit avec les décisions. Donc moi je dirais que le plus tôt c'est le mieux, parce que voilà, s'il y a des principes qui guident la manière dont on prend les décisions, bah, voilà, plus tôt c'est le mieux, surtout quand il s'agit de deux cofondateurs qui avancent, etc. Et donc j'ai voilà, deux choses, deux petites histoires on va dire à préciser sur deux exemples que j'ai sur Buffer et sur Alan sur comment est-ce que les valeurs ont été créées à la base. Je vais commencer par Buffer. Il se trouve que Buffer en fait ils ont mis vraiment sur papier les valeurs. Aujourd'hui elles sont très très présentes, mais elles ont été mises sur papier quand la boîte avait 12 personnes. Donc finalement ça peut paraître un peu tard, c'est peut-être un peu tard effectivement. Parce qu'à ce moment-là, donc l'idée, ça a été de lancer une survey tous les gens de l'équipe et de mettre un peu des mots-clés. C'était très simple, c'était juste comment est-ce qu'on se définit aujourd'hui. Et ça faisait peut-être 1 an à ce moment-là que la boîte existait. À 12 personnes, finalement, à quoi est-ce qu'on ressemble pour avoir un peu le ressenti des gens de l'équipe. Il se trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'unanimité et que les valeurs qui sont ressorties étaient en fait assez clivantes. Elles demandaient notamment d'être assez radicaux sur les décisions qui étaient prises, notamment sur la transparence dont je parlais tout à l'heure. Donc je parlerai tout à l'heure. Et sur ces 12 personnes, il y a 4 personnes qui sont parties quand même. Donc la boîte, à ce moment-là, en prenant la décision de mettre carte sur table sur les valeurs et comment est-ce qu'on avance dans la boîte, a perdu du coup un tiers de ses effectifs. C'est pas simple, mais voilà, je pense que les valeurs, quand elles sont puissantes, il faut embaucher grâce à elles, mais il faut aussi savoir se séparer de gens à cause d'elles, on va dire.
Donc voilà pour la petite histoire par rapport à Buffer. Sur la manière dont les valeurs ont été créées chez Alan, c'était plutôt les deux cofondateurs. Donc c'est notre CTO et notre CEO. Le CEO a pas mal, j'étais pas là hein, dans l'équipe depuis 9 mois, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que le CEO a vraiment insisté, c'était quelque chose qui était important pour lui. Il avait une première expérience entrepreneuriale pendant laquelle ça n'avait pas vraiment été fait. Donc pour lui, c'était important de les mettre en place. Et finalement, voilà, les deux cofondateurs ont commencé à mettre les choses à plat très, très rapidement. Donc c'est une autre manière de faire. Par contre, dans les deux cas, il faut évidemment savoir réévaluer ses valeurs au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que Buffer, par exemple, a commencé avec 10 valeurs. Et récemment, il y a quelques semaines, a réduit ces 10 valeurs à 6 valeurs et les a fait évoluer après 6 ans d'existence. Ce qui est quand même très très simple, parce que la culture évolue vite, les valeurs peut-être un peu moins, mais il faut savoir quand même se poser les bonnes questions, savoir si on vit toujours à travers ces valeurs ou non. Alan, en l'occurrence, les valeurs n'ont pas changé. C'est 3 valeurs vraiment principales dont je parlerai après. Et elles n'ont pas vraiment évolué, mais par contre, on se pose toujours des questions à ce sujet-là. Donc, par exemple, récemment, pendant notre compagnie Retreat, on a fait une petite survey aussi à l'équipe. Et on a eu un moment où vraiment on a discuté de ces valeurs et où on s'est posé la question de les nouveaux arrivants, les 10 derniers, est-ce qu'eux ont compris les valeurs? Comment est-ce qu'eux les vivent? Parce qu'il faut se rappeler quand même que chaque personne qui rejoint la boîte a aussi quelque chose à apporter au niveau de ces valeurs et de cette culture. Et du coup, voir si c'est aligné, c'est hyper important. Voilà, en rentrant un peu dans le concret, à quoi ça ressemble une boîte qui, on va dire, vit par ses valeurs et prend des décisions par le biais de ses valeurs. Donc ça, c'est Buffer, c'était compagnie Retreat à Hawaï, donc sympa. Pour ceux, qui est-ce qui connaît Buffer ici? Je ne sais pas si c'est... Okay, peut-être un petit peu moins. Buffer, c'est une boîte qui est très spéciale, qui a de coup aujourd'hui 80 personnes qui sont... 80 personnes qui sont vraiment partout dans le monde, entièrement à distance. Donc une boîte vraiment sans bureau, avec 16 pays, 50 villes, 11 différentes time zones. Donc mettre vraiment carte sur table par rapport aux valeurs, c'est le genre de contexte dans lequel c'est vraiment essentiel, parce que là, faut se comprendre, quoi. Faut se comprendre alors qu'on se voit pas. Voilà, là, c'est clair qu'au niveau clarification, c'est assez essentiel. Donc c'est une boîte qui a beaucoup bossé sur ses valeurs. Et comme je disais, il y avait donc 10 valeurs à la base. Je vous laisse les lire, un petit peu peut-être un peu long, mais c'est peut-être aussi le défaut de ces valeurs, c'est qu'il y en avait tellement qu'on avait peut-être des fois du mal à se rappeler de toutes les valeurs. Donc forcément, il faut un peu élaguer au bout d'un moment. La positivité, la transparence, essayer de se concentrer sur le fait de s'améliorer, le fait d'être un no-ego doer, le fait d'écouter, de communiquer avec clarté, de prendre du temps pour réfléchir, essayer de vivre, on va dire, de manière plus intelligente et pas plus argument, non, je sais pas si c'est le bon mot. Montrer de la gratitude et do the right thing. Désolée, j'ai pas de traduction pour ça. Qui ont été traduites très récemment par toujours la transparence, toujours la positivité, toujours montrer la gratitude, pratiquer la réflexion, s'améliorer et on va dire se dépasser et avoir un impact au-delà de ça. Comment ça s'est traduit au niveau de la culture? Donc ça, c'est vraiment les valeurs et c'est les points essentiels. Ça s'est traduit notamment, je parlais pas mal de transparence, parce que Buffer, c'est une boîte qui est connue pour être très transparent de manière assez radicale. Donc on appelle ça radical transparency, et c'est un point qui est assez essentiel. Des choses qui peuvent choquer ou non, parce qu'après, je ne veux pas présumer de comment est-ce que ça se passe dans les boîtes dans lesquelles vous travaillez ou là où vous avez eu des expériences. Je ne dis pas que Buffer ou Alan, on a complètement inventé la roue et qu'on a inventé la transparence, etc. Vraiment, pour le coup, j'oserais pas. Mais c'est vrai que c'est des méthodes intéressantes qui sont différentes dans les deux cas. Donc, par exemple, cette boîte mail assez chargée, c'est la boîte mail d'un de mes anciens collègues de chez Buffer. Il se trouve qu'on avait les emails transparents. Donc tout le monde était en copie de tous les emails de tout le monde. Ça paraît un peu un cauchemar dit comme ça. Mais bien organisé, je vous assure que ça marche. L'idée en fait c'était que voilà, on apprenait vraiment bien si on était au contact de choses et qu'on pouvait choisir les sujets sur lesquels on était impliqué plutôt que que ça s'impose de soi-même. C'est-à-dire, je prends un exemple assez concret.
Moi, donc je suis en talent, je m'occupe de tout ce qui est recrutement. Pourquoi est-ce que j'ai pas les emails de la personne qui est en marketing, alors que finalement, si je les lis comme ça en passant, quand j'ai le temps, on va dire, ça va m'aider à mieux comprendre son rôle et ça va m'aider à mieux recruter pour cette personne. Mais dans une entreprise dire de base, en tout cas dans celle dans laquelle j'avais été jusqu'à maintenant, on se disait, bon, c'est le marketing, soit tu vas pas comprendre, soit c'est pas intéressant pour toi, et entre guillemets, on fait le choix pour toi de quelle information tu as ou non. Donc Buffer avait décidé d'éliminer ça et l'idée c'était donc d'avoir les emails complètement transparents. Je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'on peut faire après, mais aussi pendant. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels on ne reviendra pas. Donc. Voilà, en termes de transparence un peu radicale, donc les emails c'est radical mais dans un autre sens, là c'est le dashboard de tout ce qui est revenu chez Buffer. Il est live, le screenshot je l'ai pris il y a 1h30. C'est-à-dire que n'importe qui, de manière publique, peut aller voir les finances et ce qui se passe au niveau du churn et du MRR, etc. de Buffer. Ce qui est intéressant parce que finalement, on se pose la question de pourquoi pas. En fait, c'était un peu l'idée avec la culture et les valeurs, c'était de revenir à la base. On déconstruit la manière dont les choses sont faites et on se dit ma boîte à moi, c'est quoi l'objectif et comment est-ce que je la fais marcher pour atteindre cet objectif. Et finalement, un truc qui est commun, c'est d'avoir pas mal de choses cachées. Et là, pourquoi pas montrer ses revenus au monde. Et effectivement, la boîte fait ça quand même depuis 5-6 ans, ça l'a jamais tué et ça choque pas mal le monde, mais au final, c'est assez intéressant. Un autre truc qui a été assez marquant au niveau de la transparence et de comment est-ce que ça a été appliqué, on va dire de manière assez concrète et assez radicale, c'est les salaires qui donc étaient, et ils sont toujours, affichés de manière transparente, mais publique. C'est-à-dire que pas mal de boîtes font les salaires transparents, notamment donc chez Alan, on a les salaires transparents dans l'équipe et on a une grille qui est transparente à l'extérieur. Il se trouve que Buffer, avec moins de contraintes légales, puisque boîte américaine et pas française, c'est un peu payé le luxe de se dire je mets une spreadsheet en ligne et je mets tous les salaires dessus. Je savais ce que Alfred gagne, ce que Ariel gagne, etc. Donc là, c'est vrai qu'en termes de transparence radicale, ça a eu un énorme impact. Petite précision d'ailleurs, ça a eu un tel impact que entre le moment où la boîte n'avait pas affiché ses salaires et le moment où elle les a affichés, en termes de candidature, au début, Buffer recevait 150 candidatures spontanées par mois et du jour au lendemain est passé à 1500, 2000. C'est pas seulement parce que les salaires étaient intéressants, c'est parce que ça a eu un vrai impact sur la manière dont la boîte a été vue, comme une boîte qui finalement était honnête, n'avait rien à cacher, avait des salaires qui étaient calculés de manière concrète à l'aide d'une formule qui du coup paraissait assez juste parce que expliqué quoi. Finalement, quand on cache les salaires, c'est un peu facile de faire n'importe quoi. Quand on les montre, on est obligé d'avoir une formule ou un truc qui justifie pourquoi, quoi, où, comment. Donc voilà, les salaires transparents chez Buffer, et ça pareil, je l'ai pris il y a quelques heures le screenshot, donc si vous voulez aller voir. Autre chose qui est transparent, je vais peut-être passer un peu plus rapidement, mais la roadmap pour le produit, donc voilà, de la même manière que finalement on montre ce qu'on fait comme MRR, etc. Quel est le next step, quelles sont les prochaines features, etc. Ça leur a permis d'avoir pas mal de feedback au niveau des clients qui pouvaient du coup aller voir ce qu'il y avait dans le pipeline et de dire ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, etc. On a vraiment réussi à rallier une communauté assez forte de gens qui étaient vraiment devenus des gros fans du produit et qui s'impliquaient en fait comme si eux-mêmes étaient des UX researchers, mais juste qui faisaient ça gratuitement et qui finalement donnaient du feedback sur les produits et les features qui pouvaient être intéressantes. Et ça, c'est vrai que sans la transparence, ça aurait été un peu compliqué. On passe à Alan, du coup, en termes de cas. C'est une boîte qui est un peu différente, qui a évidemment pas mal de points communs, des points communs que moi, j'ai beaucoup aimé retrouver en passant de chez Buffer à Alan. Du coup, l'équipe a doublé depuis cette photo qui était il y a 3 mois. C'est assez impressionnant vu de l'intérieur. À quoi ça ressemble les valeurs chez Alan, et du coup je vais donc expliquer rapidement les valeurs et ensuite comment est-ce que ça s'applique au niveau culturel et finalement à quoi ça ressemble de manière assez concrète. Donc il y a 3 valeurs qui sont là du coup un peu plus longues que ce qu'on a vu sur Buffer, qui sont sous forme de phrases. En toute honnêteté, personnellement, je pense que c'est préférable parce qu'il faut savoir que pour avoir des valeurs claires, il faut aussi qu'elles soient très explicites. Sinon, c'est hyper ouvert à l'interprétation. Donc, encore une fois, chacun ses choix. Mais en tout cas, d'expérience, j'ai l'impression que quand les valeurs sont tournées sous forme de phrases, c'est beaucoup plus facile de s'y identifier, finalement de vivre au jour le jour les décisions grâce à ça.
Donc la valeur numéro 1, c'est on résout des problèmes assez gros rapidement et avec du focus. L'idée, c'est vraiment d'être hyper driven, de se concentrer sur un objectif et d'avancer et d'être vraiment méthodique avec la manière dont on avance sur ça. Ensuite, we tell and share everything. Là, il y a vraiment une notion de transparence et de communication qui est essentielle chez nous. Alors, essentielle, je ne saurais répéter à quel point parce que c'est vraiment hyper important pour nous. On se donne beaucoup de feedback sur la manière dont on communique et sur la manière dont on rend ça efficace et scalable sur le long terme. Donc ça, c'est une valeur qui est essentielle chez nous. La troisième, c'est vraiment le fait de croître en tant qu'individu, mais en même temps de développer la boîte. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous amène pas mal de bienveillance au jour le jour. C'est de se dire, bon voilà, on ne fait pas seulement grossir la boîte, mais on essaie aussi de se faire grandir nous-mêmes. Là, c'était joliment écrit. Là, c'est moins joliment écrit. C'est littéralement un screenshot de notre méthode qui est dans GitHub. Donc, c'est un peu moins, c'est un peu moins beau, mais c'est plus détaillé en termes de ce que ça implique. Donc, je disais, résoudre des problèmes assez forts, ça passe par la responsabilité et la liberté. On est très flat. On est aussi flat que possible chez Alan, c'est qu'on n'a pas de manager. En tout cas, à ce jour, oui, bien sûr. C'est le risque quand tu mets les trucs sur les slides, la transparence jusqu'au bout. Donc, on veut résoudre des problèmes qui sont assez complexes, mais on a aussi fait le choix d'embaucher des gens qu'on admire, qui nous inspirent et qui sont très intelligents. Et donc, en faisant ça, on fait aussi le choix de leur donner la responsabilité et de leur donner les clés pour arriver à prendre eux-mêmes des décisions. Donc, c'est un parti pris. Il y a pas mal de boîtes qui fonctionnent très bien avec une structure très hiérarchique. En l'occurrence, nous, notre valeur d'avancer rapidement, elle est définie notamment par la responsabilité et le fait d'avancer en toute autonomie. Mais évidemment aussi de se dire qu'il n'y a pas de problème qui est trop gros à résoudre. C'est juste des problèmes qui sont très gros qu'on découpe en petits problèmes et sur lesquels on avance. L'excellence, ça ne veut pas dire qu'on ne se pardonne pas les erreurs, mais ça veut dire qu'on essaie de faire toujours mieux. Et ça, c'est assez important pour nous. Ça veut dire qu'on a des exigences assez hautes par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, et qu'on se donne beaucoup de feedback. Et bref, après, c'est aussi des choses qui sont liées aux produits qui sont peut-être moins intéressantes pour vous. Au niveau de la transparence, voilà, la transparence, la communication, le feedback et le fait d'avancer, mais sans avoir d'ego. Du coup, au niveau de ce qu'on développe, l'idée, c'est pas tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, quand, etc. C'est plutôt on avance en tant qu'équipe et on ship des features, des produits qui n'ont pas forcément un nom qui est attaché à eux. Donc ça aussi, c'est assez spécifique parce que finalement, il y a pas mal de boîtes où il y a une notion d'ego qui parfois est très, très saine, qui pousse les gens finalement à faire mieux. Donc encore une fois, en termes de choix, ça paraît simple, mais en fait, c'est assez clivant. Et ça nous empêche de faire parfois des embauches juste sur ce critère-là. Et ensuite, voilà, la partie croissance, je pense que je l'ai pas mal développée, mais l'idée d'être donc bienveillant et le fait de vivre en bonne santé, ça serait un petit peu dommage pour une boîte qui veut prendre la santé de ne pas s'appliquer ça à nous-mêmes. Donc c'est un point qui est assez essentiel. Voilà, je parlais rapidement tout à l'heure de la grille de salaire. C'est vrai que pour moi, c'est un exemple de transparence qui est assez notable, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était juste pour donner un petit exemple un peu concret de à quoi notre grille de salaire ressemble. Celle-ci, c'est celle qu'on montre donc à l'extérieur. Je n'ai pas pris de screenshot de celle de l'intérieur parce que je n'ai pas eu le temps de flouter tous les noms et les choses. On est transparent, mais du coup, là, pour le coup, seulement en interne. Notre grille de salaire, elle est avec un nombre d'années d'expérience et une profondeur d'expertise qui sont notées par les lettres. Si jamais vous avez des questions, je pense que ce n'est pas le sujet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et enfin, les choses qui sont vraiment, je pense, à retenir par rapport à ça, c'est-à-dire que si jamais on veut vraiment faire vivre les valeurs on va dire, faire vivre les valeurs de la boîte au jour le jour, par quoi est-ce que ça passe ? Pour moi, ça passe vraiment, et donc je vais juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de ne pas placarder ces valeurs, c'est qu'on peut les placarder, il faut qu'elles soient là, il faut qu'elles soient présentes, il faut que les gens sachent qu'elles existent, il faut pouvoir communiquer librement dessus, mais c'est pas du tout ça qui fera que les valeurs vivent ou non. Le plus important pour moi, je le mets vraiment en haut de la liste, c'est le feedback et la capacité à se donner du feedback. C'est quelque chose qu'on faisait très bien chez Buffer et que je pense qu'on fait aussi bien chez Alan, c'est vraiment pouvoir en toute honnêteté dire là par exemple je pense que tu n'as pas été assez positif, ou alors je pense que sur ce projet-là, on a manqué de transparence et que ça a eu ça comme conséquence. Mais si on n'en parle pas, s'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui tient tellement aux valeurs qu'il ou elle est capable de dire à telle autre personne, je pense que sur ce sujet-là, tu n'as pas forcément avancé avec du focus ou tu n'as pas vraiment suivi la méthode,
ça va partir dans tous les sens. Donc voilà, la capacité à se donner du feedback et finalement à parler de manière très concrète des valeurs au jour le jour, c'est vraiment essentiel. Le recrutement, c'est aussi hyper important. Je suis bien placée pour le savoir, c'est un élément qui est vraiment, vraiment clé quand on embauche des gens. Après, faut bien le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que l'idée, c'est de trouver les gens qui sont tous pareils. C'est pas du tout ça le but. Je pense que on s'est compris, les valeurs, la culture, c'est pas du tout la même chose que est-ce que j'ai envie d'aller boire une bière avec cette personne ou non. Ce qui est souvent un raccourci qui est pris et qui m'exaspère. C'est voilà, le recrutement et trouver des gens qui ont des valeurs qui vont être similaires, ça va être essentiel parce que finalement, au jour le jour, ça va créer des relations qui seront peut-être plus apaisées, qui vont être constructives. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément se battre sur l'essence de la boîte ou sur l'essence d'une décision, ça va être plutôt sur l'application de sa décision. Et franchement, ça aide à avancer plus rapidement. Concrètement, à quoi ça peut ressembler ? Ah oui, non, j'ai juste mis une petite quote de Tony Hsieh parce que vraiment, je trouve qu'elle est hyper intéressante. C'est-à-dire que si on tient vraiment, vraiment à ses valeurs, il faut savoir embaucher à travers ses valeurs, mais il faut aussi savoir se séparer de gens à travers ses valeurs. Et ça, c'est un truc qui est assez important pour moi. En tout cas, dans l'esprit, il faut se dire que c'est quelque chose sur lequel on place une barre qui est assez haute et pas se dire que ça va arriver de manière accidentelle. J'ai mis juste un petit screenshot de l'entretien culturel que je faisais chez Buffer. En l'occurrence, on n'a pas le même processus de recrutement chez Alan, mais chez Buffer, le processus de recrutement, il était constitué de la première étape, c'était l'entretien culturel, et personne ne passait à l'entretien d'après s'il n'avait pas passé l'entretien culturel. Alors que dans pas mal de boîtes, on voit l'entretien culturel, entre guillemets, déjà être constitué de « est-ce que j'ai envie d'aller boire une bière avec cette personne ?» et surtout être en toute fin de process, au moment où en fait c'est hyper difficile de faire machine arrière. La personne, elle est hyper forte techniquement, toute l'équipe l'a adoré, justement, sur un concept plus de est-ce que je l'aime bien la personne ou non, et finalement on arrive à la fin et on se rend compte que les valeurs sont pas du tout alignées, que la personne ne va pas dans la même direction que la boîte, et en fait c'est dur de faire demi-tour. Donc voilà, en tout cas j'ai un parti pris qu'il faut vraiment essayer de mettre cette partie-là, le moment où on va vraiment juger de l'alignement avec les valeurs le plus tôt possible. Et donc, je sais pas, peut-être un tout petit exemple sur ces questions et qu'est-ce qu'elles mesuraient, si ça peut aider, en tout cas, à rendre le truc peut-être plus concret. La première question, là, c'était pour un entretien culturel pour un engineering manager. La première question, elle peut paraître pas du tout culturelle. Can you explain to me how version control works? C'est du coup un peu de technique, mais en fait, c'est moi qui faisais passer l'entretien. Je ne suis pas particulièrement technique, même si je comprends de quoi la personne parle. Mais l'idée, c'était de demander à l'engineering manager de m'expliquer ça et de voir la manière dont elle expliquait. Et c'est vrai que la manière va importer beaucoup, puisque soit elle va finalement me prendre pour une débile et m'expliquer le truc, mais en me disant tu comprendras pas, donc je t'explique en mots hyper simple, mais presque trop. Soit assumer en fait que je suis aussi un dev et du coup me parler en termes hyper techniques et va pas savoir simplifier, ou alors justement va trouver un juste milieu et va savoir communiquer et finalement va pas forcément avoir d'ego par rapport à son rôle et une plus forte humilité. Bref, c'est un exemple. Une autre question qui était pas mal, je pense que c'est écrit peut-être trop petit pour que beaucoup de gens voient, mais donc la question 8 c'était How do you feel like life has worked out for you so far? C'est une question qui est un peu dure, qui du coup demande à la personne comment est-ce que tu penses que ta vie s'est déroulée jusqu'à maintenant. Bon, ça met pas une super ambiance au début, j'ai déjà eu des gens qui se sont mis à pleurer, mais vraiment en toute honnêteté, pleurer de joie, mais en toute honnêteté, ça dit beaucoup sur quelqu'un, sur la manière dont finalement elle arrive à être, à avoir de la gratitude par rapport à ces situations actuelles. Il faut savoir que du coup, je parlais forcément avec des gens qui étaient dans une condition peut-être un peu spécifique, forcément favorisée par rapport à une grande partie du monde, et moi, des gens qui vraiment étaient capables de reconnaître ça avec beaucoup d'humilité, c'était quand même assez intéressant. Je pense qu'on arrive au bout. Onboarding, un truc qui est hyper essentiel évidemment, c'est d'arriver à onboarder les gens avec ces valeurs-là. Donc nous, on a créé un petit Trello board qui aide pas mal avec ça. Donc c'est de guider les gens au mieux que possible, avoir pas mal de documentation. En termes de documentation, nous on est quand même assez fournis. J'avoue que c'est pas très lisible vu comme ça et c'est pas très lisible pour un premier arrivant. Donc on essaie d'améliorer ça, mais je pense que mettre vraiment la culture et expliquer comment ça fonctionne de manière assez concrète, c'est essentiel. Et après, c'est peut-être moindre, ou en tout cas, ça n'a pas l'air comme ça, mais
les employee perks ou la manière dont finalement on gère, où on motive les salariés, il faut quand même que ça reflète les valeurs. C'est-à-dire que dans un contexte où nous, on veut donner beaucoup d'autonomie aux gens de l'équipe, on leur accorder le fait de pouvoir être remote et d'être hyper flexible, ça va avec, quoi. Le fait de vouloir dire aux gens, vous pouvez être focus et du coup vous concentrer sur vos tâches, mais en même temps faire ça dans un environnement bruyant, ça pourrait pas marcher. Donc du coup, on s'est rendu compte que l'environnement devenait plus bruyant. Et donc maintenant, on donne des headphones aux gens qui annulent le bruit. Voilà. En gros, je pense qu'il faut aussi réfléchir vraiment à quel point est-ce qu'on aide les gens à porter ces valeurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci d'abord, merci beaucoup. Avant de passer le micro, juste une petite question. Jean-Charles était venu d'un des premiers YOLO ici, Ouais. et il nous avait expliqué qu'on était 10, en fait, le côté un peu radical, genre no meeting, tout passer sur GitHub, et Ouais. il nous avait dit, je viendrai vous dire si on a réussi à maintenir cette radicalité quand on aura triplé ou quadruplé. C'est toujours le cas, GitHub et C'est toujours pas le de cas. meeting. Okay. Pas de meeting, on est tous sur GitHub. C'est un des premiers trucs qu'on apprend quand on arrive, c'est comment ouvrir une issue. Une issue, du coup, ça remplace le meeting, c'est tout pareil. Ok, merci. Des questions ? Merci beaucoup pour ce talk, j'ai trouvé très intéressant. Maintenant, je me pose la question justement de comment on définit les valeurs. Tu as dit pour Buffer, est-ce que c'était Buffer peut-être ou celle d'avant qui ont attendu d'être 12 pour faire ça? Comment on le fait à ce moment-là où on est peut-être une dizaine, une vingtaine, quitte à ce qu'il y a des gens qui partent si on veut vraiment s'engager, ou alors comment on fait? Voilà. C'est ça en fait la question. C'est une très bonne question. Je pense que la méthode qui avait été utilisée finalement, de faire un simple questionnaire et de demander aux gens d'avoir quelques mots-clés et de leur demander comment est-ce que vous pensez qu'on se définit en tant que boîte, quelles sont nos valeurs, mais en expliquant vraiment ce que c'est qu'une valeur. Donc je pense que ça peut aider et finalement ça peut donner un peu des billes à la personne qui va faire ce travail de récapitulatif, finalement de voir quels sont les points communs, qu'est-ce qui revient vachement, qu'est-ce qui finalement nous a aidé à faire des gros jumps jusqu'à maintenant. C'est qu'il y a des petites choses, mais qui vont plus être des habitudes de travail. Il y a des grosses choses qui vont vraiment être essentielles. Je pense que ces choses-là vont revenir très souvent dans les différentes réponses. Et en plus de ça, voilà, c'est aussi à la personne qui fait le récapitulatif, potentiellement les cofondateurs, de se dire, ok, donc ces valeurs, elles reviennent beaucoup, mais aussi à quel point est-ce qu'elles ont de l'impact. J'ai un exemple qui, pour le coup, n'est pas le mien, je vais le créditer, c'est celui de Welcome to the Jungle. Le CEO me disait la dernière fois que eux, dans leurs valeurs, au début, ils avaient mis quelque chose comme l'enthousiasme. Et en fait, qu'ils étaient revenus sur ça et qu'ils avaient enlevé l'enthousiasme de leurs valeurs parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez concret. En fait, ça n'avait pas vraiment d'impact. Ça faisait partie des choses qui fonctionnaient, qui effectivement étaient, qui les définissaient pas mal, mais qui n'étaient pas très impactful après dans leur décision prise. Donc ça, je pense que c'est pas mal non plus. Plus côté recrutement, j'imagine que tu connais ou pas le livre Who. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une très bonne question, j'aime pas beaucoup ce livre. Je pense que les recruteurs n'aiment pas beaucoup ce livre. Non, c'est un livre qui est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Who, en fait, c'est un bouquin pour vraiment les bases, pour apprendre les bases du recrutement quand on part de rien et qu'on ne sait pas du tout comment faire, comment mettre en place un process de recrutement assez simplement. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop le bouquin, c'est parce que je pense que finalement c'est une recette magique à quelque chose qui est assez différent. Le processus de recrutement chez Alan, c'est pas le même que celui chez Buffer, pas le même que chez WeWork, parce qu'il n'y a pas de recette magique sur comment est-ce qu'on fait du recrutement. Parce que ça va vachement dépendre de la culture de la boîte et des valeurs, quoi. Donc voilà, j'aime pas trop le copier-coller que ça inclut. J'espère qu'elle est bien alors, c'est la dernière. Chez Alan, en 2 mots, les grandes étapes de ton process de recrutement, celui qui est en place ou que tu as mis en place, et à quel moment ça intervient, celui sur la culture et sur les valeurs surtout, ouais. Et comment est-ce que tu les valides? Comment est-ce que toi tu arrives à dire, ok, lui il va matcher dans telle valeur et du coup ça va le faire? Franchement, c'est un peu dur et en toute humilité, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au stade où ça c'est parfait et finalement ça me frustre un peu évidemment. En 2 mots, ça va être compliqué de décrire notre process, mais je peux le décrire rapidement en tout cas. On a un processus de screening qui du coup fait qu'on a une première conversation avec les gens. Ensuite, on a des questions écrites. Les questions écrites, en fait, elles sont vachement importantes pour valider les valeurs parce que la culture,
parce que on a une culture de l'écrit qui est très très forte, qui vient de cette transparence, et donc on veut voir si finalement les gens vont matcher avec ça. Donc c'est une première étape où on est capable de checker, on va dire, cette partie-là. Et il y a pas mal de gens qui finalement passent pas cette partie parce qu'ils sont pas capables de structurer à l'écrit quelque chose, et encore une fois, ils seront malheureux chez nous si c'est pas le cas. Ensuite, on a un entretien qui est technique, forcément, voir si la personne gère les choses au niveau de son rôle. Ensuite, on a un entretien qu'on appelle le behavioral, et finalement qui est comportemental et aspirationnel, et qui nous aide vachement à checker les valeurs. Pas du tout de manière parfaite aujourd'hui, c'est pas tout le temps moi qui le fais, je le fais beaucoup, mais j'ai pas mal de... En fait, on a une culture du shadow aussi, donc on a pas mal de gens qui finalement viennent avec nous dans l'entretien, et après on est capable de répliquer les choses, puis j'ai pas mal inscrit aussi ce qui était nécessaire de checker, mais c'est vrai que c'est un moment qui est assez clé pour nous, le behavioral, mais pas assez en toute honnêteté, pour l'instant en tout cas. Après on a des références, et enfin on a un full day. Le full day, c'est la personne qui vient toute la journée chez nous, passer du temps avec l'équipe, déjeuner avec nous. Donc pendant le déjeuner, il y a aussi cette notion finalement de check, parce que chaque personne de l'équipe représente un bout de la culture et est capable de entre guillemets noter ou voir les points qui pourraient être bloquants pendant ce déjeuner. Voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.